Merci de nous regarder depuis Dinguiraï, en bonne précisément. C'est chez mon frère Amadou Kamara. Merci de nous regarder partout ailleurs et bienvenue dans votre émission. Au fil de la semaine, l'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève. Qu'est-ce que les journalistes pensent de ce qui a marqué la semaine? C'est dans Au fil de la semaine, tous les dimanches quand il est 13h. Et c'est sur Espace TV, mais aussi sur Radio Espace, la 99.7. Bienvenue à tous. Demain, lundi 25 avril 2022, c'est le deadline de la CEDEAO à la Guinée pour subir ou éviter des sanctions économiques et financières qui pourraient immédiatement rentrer en vigueur. C'est du moins le contenu du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'était en mi-mars dernier. Entre autres insuffisances à la transition en Guinée, la conférence a relevé l'absence de visibilité sur la transition, le non-respect du délai de 6 mois fixé par la CEDEAO pour la tenue des élections. Le chronogramme de la transition n'est toujours pas disponible, les priorités ne sont pas définies et peu de progrès ont été réalisés dans le processus transitoire en Guinée. Ces termes ne sont pas de moi, mais plutôt de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO. De même, la situation sociopolitique se dégrade du fait de l'insuffisance de dialogue entre le gouvernement et les acteurs politiques et la société civile à 24 heures de cette date ultime. Le cœur est tenir de la satisfaction des différents points opposés à la Guinée. La Guinée pourrait-elle échapper ou pourrait-elle bénéficier de nouvelles largesses de l'institution sous-régionale? Nous nous en posons ce soir comme entre autres questions. Alors que les choses semblent parties pour les travaux, prochains du cadre de concertation inclusif initié par le gouvernement de la transition, et que des partis et coalitions des partis politiques et plateformes sociales dévoilent leurs propositions de chronogramme de la transition, d'autres persistent encore dans leur réclamation d'un cadre de dialogue à caractère indépendant. L'ANAD, par exemple, exige un cadre de dialogue autonome et décisionnel réunissant avec équité le CNRD, les partis politiques et la société civile et autour d'un ordre du jour précis défini sur une base consensuelle et portant exclusivement sur les conditions nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce qui est du chronogramme, des propositions ne manquent pas. FNDC, politique, société civile, CPA, ACT, AND circonscrivent leurs propositions de chronogramme entre 15 et 30 mois. Un autre sujet qui nous intéresse ce dimanche à décrypter, à commenter, à analyser par les professionnels de l'information. Autre échéance, c'est celle liée aux assises nationales le 29 avril, c'est-à-dire dans 5 jours exactement. Les journées de vérité et de pardon devront prendre fin sur l'ensemble du territoire national. Lancées en fanfare, ces journées, si elles se poursuivent bien sûr, elles sont aujourd'hui presque sans écho dans la cité. Que se passe-t-il? Les citoyens s'y intéressent-ils vraiment? Où en sommes-nous avec les travaux ici et à l'étranger? Autant de questions que vous posez, nous aussi, nous nous en posons. Alors, ce sera avec mes invités ce dimanche, Lansana Kamara qui nous a faussé compagnie à la dernière minute sous la pression de madame, parce que j'ai personnellement parlé avec madame qui dit qu'il faut bien que Lansana Kamara l'accompagne au marché aujourd'hui. Donc ça, je le dis en direct à tous les téléspectateurs et auditeurs. Tcherno Amadou Kamara, il est administrateur général du site guinée114.com. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs du groupe Adafo Média. Même si tu refuses encore d'immatriculer ta voiture. Bon, je ne sais pas si vous m'avez donné une voiture que je n'ai pas immatriculée, mais je sais quand même que vous êtes dans une voiture qui n'est pas immatriculée. Si c'est de ce que vous parlez ou pas, je ne sais pas. Mamadi Terna Kamisoko, rédacteur en chef à la RTG Boulbiné, administrateur général du site infochrono.net. Bonsoir monsieur Kamisoko. Bonsoir Daouda, bonsoir à tous et c'est toujours le même ravissement d'être parmi vous. Merci, toujours un grand plaisir également de vous avoir dans ce studio sur ce plateau.
Sekou Jamal Pendessa, rédacteur en chef du groupe Gangan TV, mais aussi Gangan FM. Bonsoir, monsieur Pendessa. Bonsoir, Ntadaouda. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont bonne souvenance du look de Sekou Pendessa, mais il y a juste un mois qu'il s'est marié. Tout le look a changé, la tête maintenant c'est le wave. Désormais on l'appelle à la maison bébé. Le look avait déjà changé bien avant le mariage. Mais voilà, quelquefois quand je suis pressé, je n'ai pas le temps d'aménager très bien la tête, je sors. Mais puisque madame est là, elle est exigeante avant de sortir. Puisque bébé est là. Bébé est là, elle dit, ah mais non, ta tête là n'est pas bonne comme ça. Alors, si madame Pendessa nous regarde en direct dans cette émission, merci à vous de tous ces soins sur la tête et le corps de notre général. Et Alpha Cabinet Sidimé, bonsoir. Bonsoir mon frère, j'adresse en même temps mes félicitations à notre frère et ami Sekou Jamal Pendessa, qui a préféré d'ailleurs un autre mode de mariage. Délocalisé, pas seulement délocalisé, mais aussi avec leur rythme, c'est pas si c'est traditionnel, Landouma. Donc j'ai beaucoup aimé cette façon de célébrer les mariages. Cette façon de célébrer les mariages, je crois que c'est ce qui a motivé les autres artistes, Nalou, Landouma, de Bokeh pour sortir, parce que j'ai vu Lévi Bobo, j'ai vu beaucoup d'autres artistes qui sont dans ce clip. Alors, Luka Kandé à l'honneur ce soir, bonsoir. Vous savez, notre culture fait partie de ce qu'on... Si on dit que la Guinée a un potentiel culturel, a une réserve bauxitique. Oui. La Guinée a encore une réserve culturelle. Oui. Donc la culture Landouma, un peu Baga, Nalou, c'est des cultures qui ne sont pas encore exploitées. C'est pourquoi les artistes doivent se réveiller. Oui. Nous avons de très beaux aspects de ces cultures des minorités autochtones. Oui. Qui ne sont pas encore exploités. Alors, il devait être dans ce studio, mais toutes nos pensées à lui. Nous, Baldé qui a mal aux oreilles, voilà pourquoi il n'a pas pu être... Finalement, tu vas afficher tout le monde. Non, c'est... les auditeurs s'attendent à le voir et les téléspectateurs, mais il faut bien savoir pourquoi il n'est pas avec nous. Alors, nous Baldé, toutes nos pensées à vous et également à notre compagnon de tous les dimanches également, Diana du côté de l'abbé qui a un décès également et à qui nous présentons également nos sincères condoléances. Elle a perdu son oncle maternel, c'était cette semaine. Alors, avant de poursuivre avec les sujets inscrits à l'ordre du jour, je vais commencer avec vous, Sekou Jamal Pendessa. Et il y a cette semaine également, on a vu des défilés devant la CRIEF, devant la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. On a vu également de nouveaux locataires qui ont été conduits du côté de la maison centrale, notamment Damantan Albert Kamara, mais aussi Ibrahima Kourouma. Pendant ce temps, c'est Zakaria Koulibaly qui, sous caution de 3 milliards de francs guinéens, a bénéficié d'une liberté provisoire, d'une liberté sous caution, comme on le dit. Oui, on l'a constaté. C'est que ce qui est un peu nouveau dans ces défilés, c'est que pour les Damantans et qui même... Ibrahima Kourouma, c'est qu'ils ont pratiquement commencé les auditions au même moment que les Kassouri. Moi, je me demande qu'est-ce qui a fait que ça a traîné pendant combien de semaines avant qu'on ne boucle leur audition et puis les conduire de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, une fois que vous êtes à la CRIEF, la première impression que les gens ont, c'est qu'il finira sa course à la maison centrale. D'accord. Alors, on va rapidement dire à la régie, à Bakar Foté Souma, si vous êtes en ligne avec nous maintenant, il y a nos internautes qui disent qu'il n'y a pas de son. Alors, vous allez voir cela pour permettre à nos internautes qui sont en direct sur nos canaux de diffusion d'avoir le son et je vais dire le bon retour. Voilà, moi je disais, c'est que puisque la justice elle est indépendante, elle a ses méthodes de travail, mais si j'étais à la place de la CRIEF, moi qu'est-ce que j'allais privilégier? C'était l'organisation rapide des procès.
C'est-à-dire, il faut situer les gens très tôt, qu'on sache est-ce qu'il est réellement coupable de ce dont on le reproche ou pas, avant de l'envoyer en prison. Parce que je me dis, l'un des objectifs visés pour envoyer quelqu'un en détention préventive, c'est de se rassurer qu'il ne va pas fuir pour échapper au contrôle de la justice. Mais depuis le coup d'État le 5 septembre, c'est 8 mois maintenant là je crois, ils sont là, leurs passeports ont été retirés, ils n'ont pas quitté le pays. Je me dis qu'il y avait une certaine garantie qu'ils ne vont pas échapper au contrôle de la justice. Mais on nous apprend qu'il y a 2 directeurs généraux de régie financière qui ne sont plus au pays. Ça c'est autre chose parce que je me dis peut-être le contrôle n'était pas rigoureux sur ces directeurs. Mais les membres du gouvernement sortant déchus, on le sait, il y avait une sorte de contrôle sur eux parce qu'on dit vous bénéficiez d'un agent ou de 2 agents pour assurer votre garde, mais en réalité c'était pour les contrôler. Vous comprenez? Donc moi je me dis, il n'allait pas fuir. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne doit pas aller en prison? Non, mais dans la phase de maintenant, avant l'ouverture du procès, je pense que la détention préventive n'avait pas tellement sa nécessité. Il faut nous organiser le procès. Nous tous on veut être situés pour savoir est-ce que réellement ils sont coupables? Parce que si il est avéré par la suite que le monsieur a été disculpé, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on ne connaît pas ce système de dédommagement pour ceux qui ont été victimes de détention abusive dans ce pays-là. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Votre lecture. Alors oui, comme je vais dire, Alpha Kabila Sidimé, cette affaire de caution, on a vu qu'ils sont allés peut-être à 4, mais Zakaria Koulibaly s'est extirpé de ce lot qui a coopéré, si on peut l'appeler ainsi, qui a coopéré et qui a accédé au paiement de cette caution de 3 milliards de francs guinéens. Et c'est là, dans les 15 prochains jours, il doit verser. Comment comprendre qu'à 4, il soit parti à 4 et que lui seul se démarque pour laisser les 3 autres? Bon, je pense que là, c'est très facile de comprendre parce que la responsabilité, elle est pénale. Et si toutefois elle est pénale, chacun cherche à sauver sa tête. Donc, si M. Zakaria Koulibaly, l'ancien ministre des hydrocarbures, a préféré jouer de la sorte, on ne peut pas l'accuser, on ne peut non plus aussi l'accabler. Mais par contre, on ne devrait pas jouer à ce rythme. Parce que payer une caution aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont là-bas peuvent au moins offrir une certaine garantie pour sortir de la prison. Donc la prison, elle doit être le dernier recours en pareille circonstance. Et pour ça, il faudrait qu'on essaye que la Cour de répression des infractions économiques et financières, tant admirée, acculée ou adulée d'ailleurs des Guinéens, parce que le nom même d'abord est apprécié de tous, mais au regard de ce qui se passe, on a comme l'impression que cette Cour, elle est très mal constituée. Au regard, oui. Parce que, une fois, Pendessa le rappelait tantôt, une fois qu'on est aujourd'hui dans ces dossiers de Toyiboyi à la CRIEF, les Damantans, Dami et Dr Ibrahim Kourouma, Mamadi Kamara, ils ont fait combien de temps de défilé, aller et retour à la CRIEF? Et finalement, c'est où? C'est à la maison centrale. À la maison centrale. Même si tous n'ont pas eu cette même chance justement, d'être entendus. On avait dénoncé ici, là, dans ce studio et sur le même plateau, la méthode qu'on a jugé, qu'on a décrié un peu par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'agence judiciaire de l'État. On a dit carrément que la procédure est biaisée. Et aujourd'hui, cette cour n'est pas constituée d'experts comptables avérés. Donc si toutefois, oui, je ne suis pas dans les secrets de l'État, de l'enquête, mais d'après ce que nous apprenons, on te demande tout simplement qu'il y a telle villa, telle maison par-ci et là, on a appris que c'est pour vous, c'est à vous de justifier. Mais je pense bien que ça, c'est très facile. Il y a une direction nationale foncière qui est là, c'est facile de savoir si madame, ce bâtiment-là, cet immeuble-là appartient à madame Daouda Mohamed Kamara. C'est facile de le comprendre. Si c'est à elle, et si elle ne peut pas prouver. Donc, dans ce cas, Daouda Kamara, je ne le souhaite pas, mais qu'on a la main, peut quand même être lié à ce dossier qui a géré à un certain niveau de l'administration guinéenne. Donc, je pense que la prison ne doit pas être le premier élément pour la Cour de répression des infractions économiques et financières. D'accord. On doit en principe fouiller, fouiner, parce qu'une fois une notoriété salie,
l'on ne peut jamais la nettoyer. Parce qu'on dit, Aujourd'hui, on dit quand même que la prison, c'est l'exception. Justement, la prison, c'est l'exception. Aujourd'hui, dès que vous demandez le nom d'Ibrahima Kassori Fofana, dès que vous dites le nom de Yakaria Koulibaly, d'Ibrahima Kourouma, de Damantan Albert Kamara, Oye Biavogi, bref, tous ces hauts dignitaires, ces anciens dignitaires du régime de faim, tous ceux qui se trament, Oye Guilavogui, tous ceux qui se trament derrière eux, le député du PDG. voilà, tous ceux qui se trament. Dès que vous avancez leur nom, dès que vous avancez leur nom ou vous écrivez leur nom aujourd'hui sur Internet, c'est détournement de deniers publics, dilapidation de fonds, complicité de dilapidation du denier public, corruption, blanchiment de capitaux. Donc vous voyez, leur notoriété est déjà salie. Et si toutefois ces gens-là ne sont pas responsables des faits qu'on leur reproche, je pense bien qu'il leur sera impossible de nettoyer cette image qui est dégradée. Donc la prison devrait en principe être le dernier recours aujourd'hui pour la CRIEF créée par le CNRD. Alors, Tcherno Amadou Kamara, on a vu avant Zakaria Koulibaly sous cette caution, on a vu Moustapha Naïté également qui aurait proposé un titre foncier d'une valeur de 7 milliards de francs guinéens. Est-ce que la dynamique, à votre avis, c'est une dynamique de renflouement de caisse ou vraiment c'est la procédure qui est en train d'être suivie, même si il estime, Sidimé, d'un côté qu'il n'y a pas d'expert comptable qui soit membre de la CRIEF? Oui, je pense que je commencerai par qu'on appelle cette remarque de Sidimé. C'est un problème de spécialisation en fait des magistrats. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait que les mêmes magistrats jugent des affaires économiques, des crimes de sang. C'est vraiment, comme on le dit, le tronc commun, quoi. Donc, et là, on l'a observé surtout, souvent nous journalistes, lorsque des confrères avaient des problèmes en justice, on avait tout de suite pu déceler cette carence-là au niveau de ces magistrats qui parfois ne savaient même plus quel texte il fallait invoquer. Et il y en a par exemple qui ont souvent invoqué la loi sur la cybercriminalité, alors que la procédure concernait des journalistes qui sont régis par la loi sur la liberté de la presse. Donc depuis très longtemps, on sait déjà que nos magistrats ont ce problème de spécialisation. S'il y en a, il n'y a que très peu de magistrats qui sont spécialistes de tel domaine. Donc tous jugent tout. C'est comme dans la presse. Donc ce problème, il existe déjà, on le sait, et c'est dommage parce que cette cour de répression, c'est une cour spéciale et c'est une matière qui était jugée déjà, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à juger les infractions économiques et financières, mais on en parle aujourd'hui. Il y a un accent qui est mis là-dessus aujourd'hui plus que jamais. En tout cas au cours des deux mandats d'Alpha Condé. Donc l'idéal aurait été qu'au sein de cette cour-là, en plus d'être magistrat, que les juges puissent vraiment être des gens qui sont suffisamment sensibilisés sur les questions de finances publiques. Qui ont même un parcours reconnu dans ce domaine. Et nous, on avait pensé par exemple que puisque des personnes ressources pouvaient être dans ce tribunal-là, dans cette cour-là, à un moment, et je vous le disais ici, moi je pensais que le professeur Makanera aurait fait partie de cette cour-là, parce que c'est quand même quelqu'un qui enseigne les finances publiques et tout ce qui est marché public dans les universités. Moi, c'est mon professeur en master de finances publiques, par exemple. On a préféré l'envoyer aux assises nationales. Voilà, aux assises nationales. Donc, ça, c'est une remarque qui est pertinente, Sidimé. Et on risque d'avoir des procès qui vont passer à côté parce que si les juges ne sont pas bien outillés et qu'ils ne se fondent que sur des textes qu'on leur a soumis et qu'ils interprètent parfois même difficilement, s'ils n'ont pas un background dans le domaine, ça va être assez compliqué de mettre la main sur des gens comme Kassori Fofana, qui a quand même plus de 30 ans de carrière dans l'administration, qui connaît ce que c'est que les finances publiques. Vous le mettez face à un juge, mais comme on le dit, il le bouffe cru. On le dit dans la rue, il le bouffe cru. Vous voyez, donc ça, c'était quand même un idéal. Maintenant, par rapport au principe, par rapport aux cautions, 3 milliards, 7 milliards par-ci, par-là, vous dites qu'on a vu Moustapha Naïté ou autre. Moi, je n'ai pas vu Moustapha Naïté. Non, mais j'ai entendu. Je termine. L'emploi est le conditionnel. Voilà. Je termine. C'est un polémiste. Il faut qu'il le fasse ainsi. Non, il n'est pas le seul. Hein. Alors, je ne l'ai pas suivi. Voilà, moi je ne l'ai pas suivi. Voilà, je l'ai pas suivi.
Donc on a entendu qu'on lui aurait demandé une caution de 7 milliards, pas lui seul. Je pense qu'il devait le faire avec d'autres personnes, d'autres co-accusés. Je pense qu'ils étaient 4 sur un même dossier qui devaient fournir ce montant que vous avez annoncé. Mais aujourd'hui, la tendance est, de façon globale, de ceux-là qui ont quand même donné ou qui se sont engagés à donner, je pense qu'aujourd'hui, la tendance est à donner plutôt des titres fonciers que de l'argent cash qu'on donne donc à la Cour de répression. Maintenant, moi, je me pose la question. Pourquoi on demande ces cautions à ces gens? Parce que très souvent, la liberté conditionnelle, liberté provisoire ou autre là, c'est qu'on estime que quand on met en liberté le prévenu ou alors l'accusé, il y a des garanties qu'il ne va pas fuir et que donc il restera disponible. Et c'est lorsque, par exemple, on n'a pas ces garanties qu'on crée certaines conditions, qu'on astreint à certaines obligations. Mais moi, je me pose la question, comment Zakaria Coulibaly peut fuir à partir du moment où le même État a déjà son passeport et quelqu'un l'a dit qu'ils ont des gardes-corps qui les suivent. Bon, là même, je ne suis pas totalement d'accord parce que j'en connais des ministres qui n'ont pas, d'anciens ministres qui n'ont pas de garde-corps. Mais si c'était le cas et que vous gardez les gens, vous les suivez, vous avez leurs documents de voyage, pourquoi vous leur demandez en plus de tout ça de payer des montants pour assurer qu'ils ne vont pas fuir le pays? Est-ce que la caution, c'est par rapport à leur tentative de fuite ou pas? Mais je crois que ce n'est pas lié à ça. C'est une liberté provisoire, mais c'est lié. Les cautions sont demandées pas pour qu'ils fuient ou pas, mais c'est lié. C'est un peu une proportionnalité entre ceux dont ils sont accusés, détournement et autres. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Et vous pouvez acheter même votre liberté en quelque sorte. Mais ce que je suis en train de dire, on ne peut pas dissocier les deux. Parce qu'on vous met en liberté conditionnelle. On vous dit d'ailleurs de venir signer tous les lundis ou jeudis. Oui. C'est parce qu'on veut s'assurer que vous êtes là, que vous n'avez pas fui, que vous n'allez pas fuir. Et donc je pense que pour ces personnalités-là, je ne pense pas que ces gens-là entreprennent des initiatives consistant à fuir la justice. On a des gens déjà qui sont à l'extérieur, qui sont restés. Il y en avait aussi qui sont revenus. Bantama est revenu, je pense, après le coup d'État. Si je raconte n'importe quoi, vous me corrigez. Il y en a qui sont revenus de toutes les façons. Donc je pense qu'à ce niveau, aujourd'hui, la prison ne devait pas être la priorité. Parce qu'on a dit cours de répression des infractions économiques et financières. Bien sûr, il y a le volet répression. Mais ce qui importe plus le contribuable guinéen, le citoyen guinéen, c'est comment retourner cet argent présumé détourné s'il y a eu détournement. C'est ce qui importe. À la fin du compte, à la fin de la transition, quand le colonel Doumbouya sera amené à faire son discours de passation de fonction, et ce qui importera, ce n'est pas de dire j'ai mis 10 ministres en prison. Ce sera de dire j'ai ramené 40 milliards ou bien 60 milliards dans les caisses de l'État. Donc je pense que toute initiative qui consiste à aller dans ce sens est salutaire, mais conduire les gens directement en prison, je pense que ce n'est pas ça l'idéal. Cela ne peut intervenir que lorsque c'est nécessaire de le faire, mais ça ne devrait pas être l'idéal. Or, ce qu'on est en train d'observer, c'est comme si c'était devenu un idéal. Dès que vous passez devant la CRIEF, vous connaissez déjà la trajectoire, c'est la gendarmerie, la CRIEF, de la CRIEF, vous êtes à la maison centrale. À la maison centrale. Alors, Mamadi Terna Kamisoko, sur cette question, on a aujourd'hui comme l'impression que la CRIEF, c'est vrai que le nom tout beau, tout joli, tout espérant, mais tout effrayant. Mais derrière, on a l'impression qu'il y a une démarche par tâtonnement. On tâte le terrain. Est-ce que ça peut marcher ici? Est-ce que au point qu'on touche à tout, on a vu récemment la réaffectation d'autres magistrats, notamment Mohamed Diawara, qui quitte la CRIEF pour le tribunal pour enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, ça amène à se poser assez d'interrogations. Oui, vous savez, lorsque le CNRD est arrivé, l'une des choses qui a été critiquée, très critiquée d'ailleurs, dans la gestion d'Alpha Condé, c'était le travail des magistrats. On a pensé que beaucoup de magistrats étaient à la sorte du régime qui vient de quitter, mais très malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que le problème, c'est les magistrats eux-mêmes, parce qu'ils ont du mal à se défaire de leur passé. Ils ont du mal à travailler pour ce peuple, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui à la CRIEF, on a besoin de s'interroger.
réellement sur la vraie motivation de ces défis. Parce que moi, je l'ai toujours dit que le problème de la Guinée, c'est dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la lutte contre les détournements de deniers publics, même dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le véritable problème en Guinée, c'est deux entités. C'est d'abord les officiers de police judiciaire qui ne font pas bien leur boulot, qui à chaque fois violent même les principes élémentaires en matière d'interpellation, d'enquête, d'audition. Ils passent complètement à côté, ils violent la forme de la procédure, et lorsque la forme est violée, on ne parlera plus du fond. Pas grande chance. On ne parlera plus du fond. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce sont ces magistrats, malheureusement, qui pensent être influencés par les autorités alors que ce n'est pas le cas. C'est comme un peu de l'autocensure à leur niveau également. Parce qu'ils pensent que lorsque je prends une telle décision, est-ce que ça va plaire à l'autorité? Est-ce que ça ne va pas plaire à l'autorité? Donc il faut que les magistrats essayent de se départir de cela. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ce qui se passe, c'est inquiétant. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où la CRIEF est capable d'aller dans cette affaire. La CRIEF a été installée, Daouda, le 21 janvier, si je ne me trompe. Aujourd'hui, nous sommes en avril. Personne en Guinée ne connaît le nombre ou le montant aujourd'hui collecté par la CRIEF. Parce que l'objectif final, c'est que la CRIEF soit capable demain de présenter au président de la République, au président de la transition, voici, monsieur le président, depuis notre installation, ce montant qu'on a pu collecter. Sur la base des faits concrets. Sans aucun abus d'autorité sur les sujets. Aujourd'hui, les cautions qui sont payées, mais ce sont des cautions qui doivent être retournées. Si toutefois les gens sont reconnus non coupables par les juges. Donc ce sont des cautions qui peuvent être retournées. Les titres fonciers qui sont récupérés, ce sont des titres fonciers qui peuvent être retournés aux propriétaires si demain ils ne sont pas reconnus coupables des faits qu'on leur reproche. Ça veut dire que pour le moment, la CRIEF est dans un tâtonnement qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on ne sort pas de ce tâtonnement, ça va être très difficile qu'on s'en sorte. Et moi, je voudrais revenir un peu sur une tribune faite par l'ancien directeur du bureau de presse, la présidente de la République, Moussa Cissé, qui a fait une tribune la semaine dernière, là où il dit que la Guinée doit sortir de cette politique de l'État géolier. Et vous l'a cité, les chefs religieux. C'était une lettre ouverte qui a été adressée aux deux religieux qui co-président aujourd'hui les assises nationales. Parce qu'on a l'impression que les mêmes choses se répètent. En 84, lorsque le général Lansana Conté est venu au pouvoir, tout le régime Sékou Touré, les membres du gouvernement se sont retrouvés en prison, d'autres ont été exécutés. Même le premier ministre Lansana Béavougui s'est retrouvé en prison. Ça a été un précédent très fâcheux. Et c'est la même chose qui continue. Lorsque le CNRD est venu, les premières décisions ont été saluées par tout le monde, surtout la libération des détenus politiques. Ça a été salué par tout le monde. Mais aujourd'hui, on a l'impression que certains sont sortis on libère des géoles pour d'autres géoliers. D'accord. Donc il faut préciser, il ne faudrait pas qu'on pense que chaque régime en Guinée a ses détenus politiques, chaque régime en Guinée a ses victimes. Les assises sont là pour corriger un peu les erreurs du passé. Mais au même moment, si on continue à créer les mêmes frustrations, si on continue à provoquer les mêmes choses, je pense qu'on aura du mal à s'en sortir demain. La dernière phrase de Terna, quand il avait dit tout à l'heure là, que les magistrats doivent se départir de certains aspects, j'appuierai cette partie de sa phrase. Parce que j'ai comme l'impression, la principale motivation de la CRIEF aujourd'hui résiderait dans la convention précipitée des cadres du RPG. Parce que, Terna l'a dit tout à l'heure, la CRIEF est née au mois de janvier. Au mois de mars déjà, il y a eu une convention extraordinaire du RPG. Et cette convention a permis de savoir que le RPG existe, vit, est encore vivace et peut même remplacer le CNRD. Donc, et le lendemain, 2 ou 3 jours après, ce sont les principaux dignitaires, ce sont les principaux organisateurs de cette convention, notamment d'ailleurs, comme le docteur Ibrahima Kassouri Fofana, qui séjourne aujourd'hui, Albert Damantan Camara, qui séjourne là-bas aujourd'hui. Il y a d'autres qui ne sont pas liés à la convention, certes, mais est-ce que
ça n'a pas été la principale motivation de l'accélération de la vitesse Mais à la cour. Bantama y était. Oui, il pas là, non, j'ai dit il y a d'autres, j'ai bien précisé. J'ai dit il y a d'autres qui ne sont pas là-bas. Mais est-ce que ce n'a pas été la motivation de l'accélération de la vitesse à la CRIEF? Parce que, souvenez-vous, la CRIEF est née au mois de janvier. Terna l'a dit. Oui. Mais entre janvier Et avril, quand même, il y a eu un temps mort. bien Mais sûr, il y a eu juste un juste silence. après, voilà, Il y a eu un silence. À un bon moment. Bon, on avait même Il a oublié. fallu après la Même convention. la presse avait oublié si la CRIEF existe. Ouais. Mais à partir du mois de mars, où il y a eu convention du RPG, bam, on accélère la vitesse quelque part à la CRIEF. Et voici aujourd'hui ces anciens dignitaires. On qui commence sont là. avec Ousmane Kaba. Ousmane d'un Kaba, côté, et puis, voilà. Donc aujourd'hui, ils sont. Sakassouri et Et compagnie. pour quelle qui fin? suivent. Et pour quelle fin? Oui. Parce que Mbonne l'a dit tantôt. Il a dit quelque chose de très important. Les Guinéens attendent aujourd'hui le nombre de milliards récupérés par le CNRD. Ouais. Pas le nombre d'anciens ministres emprisonnés à la maison centrale. Ouais. Pas le nombre d'anciens dignitaires qui séjournent à la maison centrale. Donc là encore une fois, je répète, la prison devrait être l'exception. Ouais, Et il d'accord, faut qui est d'être la fouiller, règle. il faut continuer à fouiner En ajoutant, en avant de attendant le terminer. verdict final. Il faut Effectivement. fouiner, enquêter avant de ternir l'image des citoyens. Ça, c'est extrêmement important. Parce que Daouda, Vous avez évoqué Oui, un sujet. Pendant ça va terminer rapidement. Oui. Vous avez évoqué un volet très important. Vous avez touché le remaniement qu'on a enregistré du côté de la CRIEF, puisqu'on Oui. parle de la CRIEF. À ce niveau, encore, il y a des questions à se poser. Moi, je dis que ce n'était pas le bon moment. La CRIEF s'est retrouvée, c'était jeudi dernier, je n'ai plus bonne mémoire, pour ouvrir le procès en référé des Kassouri et autres. Vous comprenez, on dit que les débats sont clos. L'affaire est mise en délibéré mardi. C'est mardi, je crois. Le mardi, la CRIEF doit trancher pour dire est-ce que les Kassouri doivent sortir de prison en attendant la suite de la procédure ou pas. Oui. Paf, dans cet intervalle, paf, et puis on opère un remaniement. Je pense que ce n'était pas le moment, il fallait attendre. Parce que là, ça amène à se poser des questions. Pourquoi le président a enlevé tel au niveau de la CRIEF alors qu'il a déjà commencé un dossier jusqu'à ce qu'on arrive à mettre l'affaire en délibéré. Oui. Donc, la décision qui sera prise la semaine prochaine pourrait susciter beaucoup d'interrogations. Est-ce que le président avait compris que on allait libérer les Kassouri? Oui. Il voulait se poser, c'est pourquoi il a changé les magistrats qui étaient là. Où ils sont inculpés D'accord. sur la base d'une certaine fausseté. D'accord, oui, rapidement, on va oui, changer de sujet. Vous savez, les faits pour lesquels ces gens-là sont poursuivis, Oui. ce sont des faits qui relèvent d'ordre pénal. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Oui. Donc, les cas de détournement, de blanchiment d'argent, c'est vraiment un véritable labyrinthe. Ouais. Il faut aujourd'hui que la CRIEF travaille avec des cabinets. Mais on a l'impression que la CRIEF ne travaille pas avec des cabinets parce que la façon dont les gens sont auditionnés et précipitamment les gens sont incarcérés, ça suscite interrogation et ça pose la J'aime problématique souvent, de savoir aujourd'hui j'aime que souvent est-ce que le rappeler les ici. magistrats sont indépendants dans ce J'aime qu'ils font. souvent le rappeler ici. Je dis si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, on risque d'avoir des coupables victimes Absolument. et des victimes coupables. Absolument. Oui, et Thierno Amadou. Moi, je voudrais quand même relever ceci. Vous savez, il y a comment on appelle, de tous ceux qui sont entendus, en tout cas la majorité, selon ce qu'on nous dit, Oui. à travers leurs avocats notamment, c'est que les questions, la nature des questions pose problème parce qu'on parle de détournement, on parle de complicité, on parle d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, qui est d'ailleurs une infraction assez grave parce qu'elle est prévue par un texte qui punit à la fois le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est pourquoi quand on l'invoque contre vous, souvent, vous prenez la tête parce que c'est assez lourd. Mais quand
quand on vous amène on vous convoque devant les OPJ et qu'on vous interroge, selon ce qu'on nous dit, très souvent les questions qui reviennent, c'est des questions de nature à justifier tel ou tel autre bien. Oui. Je me dis qu'à partir de là, la CRIEF, en tout cas ceux qui sont sur cette chaîne-là, empruntent le chemin le plus facile. Parce que c'est vrai que en termes d'enrichissement illicite, ça vous revient la charge de justifier vos biens, mais lorsqu'il s'agit de détournement ou alors de complicité, il faut bien qu'il y ait au préalable des éléments qu'on oppose aux accusés pour leur dire on vous accuse d'avoir détourné ou d'avoir participé au détournement de 700 millions de dollars, ou bien vous avez été l'objet d'une corruption, des faits de corruption autour de tel, et vous discutez. Mais le fait de ne poser que des questions qui vont dans le sens de l'enrichissement illicite, je me dis que les gens n'ont pas suffisamment d'éléments à opposer à ces anciens ministres, à ces anciens cadres-là, par rapport aux faits de détournement, de corruption et aux infractions similaires pour lesquelles ils sont poursuivis. Et donc, si c'est le cas, c'est qu'on ne peut pas espérer grand-chose avec la CRIEF. Parce que l'objectif, si la CRIEF a été saluée par la majorité des Guinéens, ce n'est pas seulement parce qu'on veut voir tous les anciens ministres en prison. C'est vrai qu'au sein de l'opinion, il y en a qui ont malheureusement, cette opinion-là, qui ont ce souhait-là de voir tout le monde en prison. Mais la quasi-totalité de l'opinion a salué, je pense, la CRIEF, parce qu'on espère que s'il y a de l'argent qui a été volé, cet argent pourrait revenir. Mais la façon de conduire ces interrogatoires, la façon de conduire ces procès et tout ce qui s'ensuit, et même les débats, les querelles par médias interposés entre le procureur et les avocats après, on comprend que l'essentiel du travail de la CRIEF repose sur les faits d'enrichissement illicite, et ça pourrait nous faire perdre beaucoup d'autres opportunités de récupérer par exemple de l'argent qui aurait été volé. Mais pour terminer là-dessus, Daouda, il y a quand même un fait qu'il faut noter. Je suis d'accord qu'il y a ce chevauchement entre l'agenda politique et celui judiciaire concernant la CRIEF. On a vu que c'est après le congrès, la convention du RPZ, que les Kassoïs ont été convoqués et tout ça. Mais je dis que jusque-là, on peut quand même avoir une petite dose de confiance par rapport aux magistrats, espérant que tout ce qui a été dit, parce que jusque-là, force est de constater que les choses ne marchent pas comme on le souhaiterait ou comme le voudrait la loi. Peut-être avec Kassory, on a certes précipité après la convention, mais 3 semaines avant la convention. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà. Parce que si l'intention était tout de suite de mettre tout le monde en prison, je pense qu'au lendemain du 5 septembre, on aurait mis tous ceux qui sont là en prison. Je pense que ça aurait créé moins, parce que c'est une transition. Et si on avait voulu exclure totalement le RPZ, je pense qu'il y a 2 ans une jurisprudence, parce qu'au Burkina, ça a été fait 2 ans. On a exclu l'ancien parti au pouvoir aux élections. Mais si la junte a dit qu'elle veut le faire dans l'inclusivité et qu'elle a laissé les gens rentrer chez eux, je pense que c'est un début de bon sens qu'on a salué 2 ans et qu'il faut continuer à encourager, de manière à ce que la CRIEF, joue son rôle, mais qu'on quitte un peu ce sentiment qui est quasi dominant aujourd'hui au sein de l'opinion, ce sentiment de règlement de compte, ce sentiment de chasse aux sorcières. Il faudrait que tout cela change et que la justice puisse s'exprimer de manière à ce que si de l'argent a été volé, que l'argent soit retourné. Mais l'autre injustice qu'on ne dénonce pas souvent, Mohamed, c'est que là, c'est le volet judiciaire. On est en train d'aller contre des gens qui ont géré, et on estime qu'ils ont pris de l'argent de l'État, on les récupère. Mais est-ce qu'on dénonce la justice elle-même? Est-ce qu'elle dénonce le fait que ça fait 8 mois que les anciens ministres sont privés de sortir du pays? Et il y en a contre qui il n'y a aucune charge qui est retenue. En tout cas pour l'instant. Bon, là aussi, on a vu la semaine dernière, par exemple, que l'ancienne ministre de TP, Émilie Djabi, a été nommée. Est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle aussi, elle est passée devant la direction des investigations judiciaires et qu'on n'a rien retenu contre elle, et que donc à partir de ce moment-là, le président Doumbouya est libre
le président Doumbouya est libre donc de la nommer. Non, vous ne l'avez pas su. Je pose juste une question. Vous l'avez su, vous? Oui, moi je l'ai su. Elle a été à la gendarmerie. Non, je me demande juste, est-ce qu'elle est passée et qu'on n'a rien retenu contre elle et qu'elle a été nommée? Et je me dis que si c'est cela, ça donne un espoir. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le président Doumbouya n'est pas obligé d'exclure totalement tous ceux-là qui ont géré avec. Il ne peut même pas. Il ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, des ministres qui sont passés, si rien n'est retenu contre eux, si on n'a rien retenu contre eux, qu'on leur réhabilite ces ministres-là, qu'on leur restitue leurs documents de voyage, et que si l'État a besoin d'eux, qu'on les nomme. Si l'État n'a pas besoin d'eux, qu'ils puissent aller se débrouiller ailleurs. Alors, on va c'était juste en entrée de jeu. On va poursuivre l'émission juste après ça. Toute l'actu de la semaine, vue sous d'autres. Demain, lundi 25 avril 2022, c'est le deadline de la CEDEAO à la Guinée pour subir ou éviter des sanctions économiques et financières qui pourraient immédiatement rentrer en vigueur. C'est du moins le contenu du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Entre autres insuffisances relevées en Guinée dans la transition, la conférence a relevé l'absence de visibilité sur la transition, le non-respect du délai de 6 mois fixé par la CEDEAO pour la tenue des élections. Le chronogramme de la transition n'est toujours pas disponible, les priorités ne sont pas définies et peu de progrès ont été réalisés dans le processus. De même, la situation sociopolitique se dégrade du fait de l'insuffisance de dialogue entre le gouvernement et les acteurs politiques de la société civile. À 24 heures donc de cette date ultime de retenir de la satisfaction des différents points, la Guinée pourrait-elle échapper ou pourrait-elle bénéficier de nouvelles largesses de l'institution sous-régionale? Nous nous posons cela comme entre autres questions. Mais avant de vous donner la parole, je souhaiterais revenir un peu sur quelques autres points de ce communiqué de la CEDEAO. Par ailleurs, en conséquence, la conférence demande la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022. Passé ce délai, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur. Et en petit b, demande au gouvernement de renforcer l'inclusivité et le dialogue avec les acteurs politiques et la société civile dans la gestion de la transition en vue de réduire les tensions dans le pays et assurer une transition apaisée. En petit c, invite les autorités de la transition à respecter les dispositions légales et réglementaires dans le processus de récupération des biens présumés appartenir à l'État. Et au troisième point, au vu de la crispation sociopolitique et de la nécessité urgente de faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes, la conférence réaffirme la décision de nommer un facilitateur pour la Guinée. Thierno Amadou Camara, on va commencer avec vous sur cette première question, ce premier sujet. Aujourd'hui, nous sommes le 24 et demain, c'est le 25, c'est le deadline. Est-ce que la Guinée, à votre avis, les différents points relevés, la Guinée est-elle inscrite dans cette dynamique? Oui, effectivement, on est à 24 heures de l'expiration de l'ultimatum du délai donné par la CEDEAO à la junte guinéenne pour mettre en route ses recommandations, notamment la principale qui est en tout cas la mise à disposition de la communication, sinon d'un chronogramme de la transition, d'un délai pour la durée de la transition. Et aujourd'hui, nous savons tous que la question est très simple, même Toto aurait répondu qu'on n'est pas dans le temps parce que jusque-là, vous et moi, ne savons pas combien de temps notre transition va durer. Et ce qui peut être fait, peut-être, on est quand même parti tout droit pour des sanctions pour la Guinée, mais ce n'est pas aussi exclu que nous bénéficions que la Guinée bénéficie d'une circonstance atténuante. Bon, je t'attends entre nous et la Guinée parce qu'en réalité, quand on va sanctionner,
ce sont les Guinéens qu'on va sanctionner. Oui. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya, il est dans son palais, il va continuer à manger le manger qu'il a l'habitude de manger. Dollar. Et il va continuer, ses proches vont continuer à prendre en charge leur famille, ils ne vont pas en souffrir, c'est nous qui allons en souffrir. C'est pourquoi, dès le début, on le disait ici, quand les grands frères Sidimé et le grand frère Koné, que je félicite de passage parce qu'il a eu, entre autres, ce qu'il cherchait, il a eu sa confirmation. Quand on le disait ici que évitons les sanctions de la CEDEAO, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des sanctions contre la junte, ce sont des sanctions contre le pays. Contre le bas peuple. Contre le bas peuple, pour des agissements reprochés à 3, 4, 5, 10 personnes qui ont volé la légitimité du peuple. Donc, il fallait l'éviter. Maintenant, je dis... il y a des circonstances atténuantes qui peuvent intervenir quand même, parce que je pense que la junte pourrait intervenir avant le 25 pour écrire peut-être à la CEDEAO pour lui expliquer qu'il y a quand même des efforts qui sont en cours. Ces efforts, c'est quoi? C'est que on a, je ne les valide pas totalement, je cite juste pour la compréhension de la chose, on a par exemple mis en place un cadre de concertation, quoique problématique parce qu'il ne réussit pas à faire le consensus au sein de l'opinion, notamment politique, entre les acteurs politiques et la junte. Il y en a qui veulent d'un cadre de concertation exclusivement politique, portant essentiellement sur des questions politiques et mettant en vedette que des acteurs politiques face au gouvernement. Même si à ce niveau, les lignes ont un peu bougé du côté de la NAD. Il y en a qui veulent d'un cadre de concertation élargi, d'un cadre de concertation dit exclusif, et il y en a qui veulent même que cela soit présidé par le Premier ministre, d'autres le ministre de l'administration. Donc il y a encore ces préalables-là qui ne sont pas, ces équivoques-là qui ne sont pas encore levé. Mais il y a quand même un début d'effort parce que le cadre a été créé par décret. Ce qui reste maintenant, c'est d'amener tout le monde autour de la table de discussion. Donc, le CNRD peut écrire à la CEDEAO pour expliquer ces efforts-là, la mise en place du cadre de concertation, la lettre du ministre de l'Administration territoire adressée aux partis politiques leur demandant de proposer des chronogrammes, des délais et tant d'autres efforts. D'accord, on s'accroche à vos lèvres. On revient juste après ces obligations commerciales. On poursuit l'émission. Ne partez surtout pas.